Bienvenue au Polysécure, je suis avec Ingrid. Qui semble avoir des problèmes de connexion, fait qu'on va essayer de corriger ça au montage. Ouais. Aujourd'hui, on a donc comme sujet d'amorce l'annonce que Apple a faite sur le fait qu'ils vont installer dans les versions iOS 15 et plus le fait de pouvoir scanner des photos pour détecter des photos de pornographie juvénile. Ce qui est soit un geste très louable parce que c'est socialement, on veut se débarrasser ou en tout cas punir ces gens-là pour justement sauver la vie des enfants. Par contre, l'effet de barre, et ça soulève l'ire de beaucoup de gens en sécurité et encore plus en vie privée, c'est que ça vient ouvrir la porte très grande à Apple de venir fouiller sur les appareils des gens et de pouvoir à ce moment-là de donner la capacité aux États plus ou moins légitimes de venir exiger que Apple aille chercher des informations qui sont sur les appareils des gens à ce moment-là. Donc, on commence comme ça. Je te lance la balle. Je comprends la colère en fait par rapport à cette solution que Apple veut mettre en place. Parce que va se poser la question du paramétrage, de qu'est-ce qui est pédopornographie pour eux. Et puis, à un moment donné, ça va aussi poser la problématique aussi parce que, ok, il y a le criminel, mais de l'autre côté, il y a l'enfant manipulé. Et donc, ça pose aussi les questions d'éducation. Est-ce que je suis un mauvais parent si jamais mon enfant s'est fait influencer? Voilà, c'est que au-delà de la technologie, ça remet en place aussi notre société et nos usages numériques et nos systèmes éducatifs. Et ça remet en cause beaucoup de choses. Et que s'il n'y a pas la prévention associée à l'outil que veut mettre en place Apple, pour moi, ça va plus faire des dégâts que du bien à notre société. Je pense. Après, pour moi, il y a des enjeux éthiques qui méritent d'être discutés largement avant de mettre en œuvre une telle solution. Bien sûr, et un des problèmes, puis ça on l'avait vu dans d'autres circonstances, quand on était dans l'analogique, quand des parents prenaient des photos de leurs jeunes enfants nus dans le bain, ce qui est une photo qui en soit légitime, puisqu'elle n'est pas de la pornographie, mais vraiment un moment dans la vie des enfants, dans lequel il y a eu des interventions policières d'ailleurs qui ont détruit la vie de ces gens-là, parce qu'une fois qu'on a le stigmate qui vient nous être collé, c'est un problème. Donc c'est justement la visibilité sur l'algorithme en question, même si Apple dit que c'est très sécuritaire, qu'il n'y aura pas de faux positifs, qu'il n'y aura pas d'éléments comme ça. Les conséquences d'un faux positif sur la destruction de la vie de la personne, parce qu'ensuite, ça nous colle, est très grand pour quelque chose qui est pas justement le geste recherché. Mais de toute façon, une fois que la technologie, parce que Apple peut dire ce qu'ils veulent, mais une fois que la technologie existe et qu'on s'autorise à aller scanner les smartphones et les appareils des personnes, où est-ce qu'on s'arrête? Parce que à un moment donné, là, c'est la pédopornographie. Mais une fois qu'on a passé ça et que finalement la société accepte sans remettre en cause, la prochaine étape, c'est quoi? Donc c'est la polygamie, c'est bref, c'est où on s'arrête. D'où les questions en fait éthiques qui doivent être abordées et les pare-feux sur les pratiques et pas sur la technologie qui doivent être mis en place. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi stopper nos ingénieurs qui vont peut-être trop loin par rapport aux libertés individuelles. Par rapport au crime, de toute façon, il y a déjà des moyens d'investigation qui existent. Mais c'est les autorités judiciaires qui ont ce pouvoir. Donc après, s'ils ont besoin des outils que Apple leur développe pour que puissent mandater et surveiller des smartphones qui leur semblent sensibles, ils ont c'est dans le cadre, c'est très réglementé. Mais là, de dire c'est Apple, mais quelle est la légitimité d'Apple de mettre en place ces outils et cet espionnage des outils numériques des uns et des autres. Donc pour moi, voilà, il y a aussi cette question de légitimité. Après, on n'apprécie pas trop l'espionnage, parce qu'après, ça remet aussi le débat sur l'espionnage industriel et comment on est espionné dans nos pratiques, dans nos ordinateurs, dans nos smartphones. C'est des choses qu'on a du mal à accepter.
Après, Apple peut avoir des usages sains, mais quelqu'un qui après peut s'entrer dans le système d'Apple, quel moyen de faire chanter sur d'autres types de photos que de la pédopornographie. Donc un couple illégitime, il y a des photos et je peux les utiliser parce que c'est des personnes connues et tiens, c'est bizarre. Donc non, la technologie peut être détournée. Une fois qu'elle existe et qu'elle est mise en place, elle peut être détournée. Ça, dire qu'elle va être utilisée comme on a pensé qu'elle va être utilisée, c'est une belle utopie. Donc c'est pour ça que quel utilisateur conscient accepterait qu'il y ait cet espionnage ? Très malsain. Déjà que même si le geste fondamental il est louable, l'exécution ne l'est un peu moins. De toute façon, on l'a vu quand Facebook, quand Microsoft, quand tous ces grands-là ont mis en place un système équivalent dans leur stockage infonuagique dans ce cas-ci. Donc, ils ne viennent pas faire une invasion directe dans nos appareils personnels, mais dans le stockage qu'on délaisse. Donc, ça nous rappelle aussi qu'il faut que quand on dépose un fichier sur Dropbox, c'est scanné pour un certain nombre de choses. Là, la pornographie juvénile en est un, mais en même temps, tous les éléments terroristes aussi sont surveillés. Tous les éléments des vidéos de propagande terroriste aussi sont surveillés par ces grands fournisseurs-là. Donc, quand on envoie dans les nuagiques, bon, on délaisse ça, mais quand ils viennent vraiment fouiller dans nos appareils, là, la donne a changé littéralement. Là, surtout pour un Apple qui s'est outré sur la place publique pour ne pas casser sa clé de chiffrement, puis de dire que non, casser le réseau de chiffrement, ça vient de rajouter une porte dérobée. Mais là, ils viennent de rajouter une porte dérobée, mais pour une cause qui est d'apparence juste. Oui, mais en apparence. Et pour moi, il faut distinguer les éléments marketing et les éléments de communication et la réalité de la technologie et du champ du possible de cette technologie. Et la communication va toujours être louable, elle va toujours être belle. Maintenant, il y a la réalité. Après, je sais pas, c'est peut-être une déformation de la juriste de ne pas croire que le marketing est la vérité. Mais bon. Des fois, ça peut être vrai, hein. Ouais, ben, je comprends. Je comprends très bien que le doute qu'on peut avoir sur l'effet marketing, sur le fait que ce qui nous est vendu et tout ce qui est communiqué comme ça ne soit pas exact. Et d'ailleurs que les usages peuvent être déviés par la suite, peuvent être changés, la finalité peut changer. Et c'est d'autant plus ça le problème que l'action elle-même qui nous mène à une situation inconfortable. La délation renvoie à des images, à des périodes sombres de notre histoire. Hein. Donc dénoncer des personnes. Donc je dénonce de la pédopornographie, mais tant qu'à faire, je peux aussi dénoncer des personnes qui font de la maltraitance vis-à-vis de leurs épouses ou de leurs enfants. Je peux avoir, parce qu'il y en a qui font des trophées, hein. Je peux avoir aussi des photos sur de la maltraitance animale. Oui, à la limite, allez-y, dénoncer une infraction, dénoncer un crime, dénoncer un délit. En soi, on peut l'entendre, mais donc, quelles sont les limites du paramétrage ? Quelle est cette boîte de Pandore qu'on s'apprête à ouvrir ? Pour moi, c'est compliqué. Bon, après, ça fait parler d'Apple, c'est bien. Je suis pas sûr qu'ils voulaient se faire parler d'eux autres de cette façon-là, surtout que là, ça l'a levé vraiment d'un énorme commun accord de la communauté de recherche, puis probablement des juristes vont venir s'y pencher éventuellement, tout le danger qui est associé à ça. C'est sûr qu'en premier lieu, ils déploient cette stratégie-là en sol américain, parce que les lois américaines sont beaucoup plus permissives pour ce genre de tactique-là. Je suis pas convaincu que les lois européennes, dont le RGPD, vont avoir autant de facilité à accepter l'arrivée d'une telle manœuvre dans une invasion d'intimité grave dans ce cas-ci. Là, c'est vraiment ma vie privée qui est inspectée et non le fait que j'ai été partie d'un service de renseignement. Tu parlais des forces de l'ordre, mais effectivement, eux ont des moyens qui sont légitimes, qui sont balisés légalement et ils vont finir par les attraper, les méchants, là, puis les abuseurs d'enfants et ces choses-là. Fait qu'on est capable d'arriver à un équilibre sans avoir cette invasion-là. Au Canada, on est protégé par la Charte des droits et libertés, justement, de cette fouille excessive.
suivre. Il doit y avoir l'équivalent en Europe et en France en particulier. Là. Par rapport à l'Europe, est-ce qu'on accepterait ce genre de démarche? Avant la Covid, j'aurais dit non, de manière certaine. Après la crise Covid, je trouve que la manière dont Apple œuvre déjà de communiquer, ça permet de tâter le terrain pour voir justement le seuil d'acceptation de la population. Et je pense qu'il y a des parents qui pourraient trouver intéressant ce genre de solution parce qu'ils ont peur pour leurs enfants. Donc, ils aimeraient justement protéger leurs enfants. Donc, ils aimeraient que l'outil soit développé. C'est pour ça que depuis que je vois que le seuil d'acceptation sur les surveillances de masse avec la crise Covid, on a vu qu'il y avait quand même une tolérance. Si on préparait bien le terrain, les personnes pouvaient accepter beaucoup de choses. Donc, à voir. Mais en tout cas, pour moi, c'est là où il faut justement un débat avec nos élus et des débats et aborder la question de l'éthique et de jusqu'où va-t-on. Et quelle est la procédure? C'est-à-dire, Apple, à qui remet-il l'information? Sous quelle forme? Qui est-ce qui l'informe de ce qu'ils ont trouvé? Est-ce qu'ils dénoncent d'abord à la police et après on a une enquête et puis une mauvaise interprétation, comme tu le signalais, des photos de nos enfants qui peuvent être mal comprises par l'algorithme? Est-ce qu'il va y avoir un médiateur, donc en interne? Est-ce qu'ils vont avoir des personnes qui vont devoir, avant que la plainte soit déposée ou le signalement soit fait, qui va analyser tout ça? Est-ce qu'il va y avoir un traitement humain ou il y aura que la machine? À voir, quoi. Mais quelle garantie va présenter Apple? Et l'Europe pourrait accepter, je pense, certaines solutions s'ils présentent des garanties. Et c'est là où justement, quelle société veut-on? Et quand on parle du territoire intelligent, quand on parle des villes connectées, quand on parle de ce tout connecté, oui, tout connecté jusqu'où? Et jusqu'où acceptons l'intrusion dans notre vie personnelle? Parce que pour nous protéger, finalement, on se rend compte qu'en Chine, il y a des Européens qui vivent en Chine et qui acceptent cette intrusion dans la vie privée et de vivre dans les villes chinoises où, oui, il y a la surveillance de masse, oui, on retrouve un cambrioleur en 7 minutes, mais pour eux, ils se disent, s'il m'arrive quelque chose, en 7 minutes, on retrouve l'auteur de l'infraction. Et finalement, ils trouvent ça tellement plus sécuritaire et ils apprécient, en fait, ils préfèrent sacrifier leur vie privée pour avoir la sécurité. Donc c'est bien pour ça que j'ai attention à la manière dont c'est argumenté, dont les garanties que présentera Apple et voilà. Quelle éthique? Comment fait-on? C'est à discuter. Après, au premier abord, c'est pas un truc qui m'éclate, mais qui mérite d'être étudié. Oui, la surveillance de masse, elle est particulière puisque la COVID est un très bel exemple dans lequel on a abandonné un certain nombre de droits ou de protections justement dans le cas de santé publique. On pourrait en plaider que certaines étaient nécessaires, d'autres le sont moins. On fait juste regarder comment les caméras de surveillance ont envahi l'Angleterre, la Grande-Bretagne et ainsi de suite, puisque l'effet que ça a eu, puis les gens en voulaient demander, c'est ça toute la problématique. Tu mentionnais justement en Chine, ça donne une apparence de sécurité. Donc, le fait que la police puisse surveiller des secteurs complets de certaines villes leur a donné des moyens. Donc, c'est sûr que la criminalité s'est déplacée des endroits où elle n'était pas surveillée. Donc, ça fait juste déplacer le problème et pas régler le problème. C'est allé jusqu'à temps que certains commerces ont partagé leurs vidéos de circuits fermés intérieurs à leur commerce avec la police parce qu'il y avait une apparence de bénéfice de sécurité augmentée à ce moment-là. Donc, on est en train de faire l'échange. J'avais eu justement une discussion avec Laurent de ce sujet-là dans lequel on citait justement un des fondateurs américains, c'est-à-dire un peuple qui abandonne sa liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni un ni l'autre et va perdre les deux de toute façon. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire à ce moment-ci, de perdre tranquillement nos libertés individuelles parce qu'on a l'impression d'avoir de la sécurité. Et cet élément-là, il est très pernicieux parce qu'on s'en rend pas compte. Le confort apparent que ça nous donne est confortable, mais il s'agit de voir un peu tous les films dystopiens qu'on voit, justement, qui amènent tout le volet de surveillance sociale qui
pour quand on n'a pas de problème, quand le système ne fait pas d'erreur sur nous, ça va bien, qu'on n'est pas pris dans le collimateur. Par contre, si le système fait une erreur sur nous autres, là, c'est l'asile, là, on est embarqué là-dedans, même si on est non coupable. C'est certain, et c'est là où je dis justement, est-ce qu'il y aura une médiation? Est-ce que avant de faire le signalement aux autorités, il y aura quand même un groupe de personnes qui analysera tout ce qui aura été présenté? Enfin, ça questionne et ça interroge. Et d'imaginer ce genre de solution aussi, ça pose des questions sur l'éthique de ces entreprises. Et il n'y a pas de limite pour le business, en fait, c'est ça. C'est ça, c'est la différence d'univers entre les deux, parce que l'entreprise privée a fondamentalement le besoin de faire de l'argent, donc ne sont pas nécessairement alignés avec les valeurs sociales dans lesquelles on est, et aussi nos valeurs dans l'ensemble du monde occidental, du moins. Là, on faisait référence à la Chine, mais en Occident, on n'a pas toujours le même régime légal et les mêmes volonté de protéger l'information pour les mêmes raisons. Donc, là, à quel point on est capable de naviguer là-dedans. La peur vend beaucoup. Puis on l'a vu avec le 11 septembre aux États-Unis où toutes les lois ont dramatiquement changé. Le Patriot Act est arrivé d'ailleurs à ce moment-là, qui est quand même une aberration, une capacité extrême d'aller fouiller. Mais en même temps, il n'y a pas eu tant que ça de démonstration que cette capacité-là accrue des unités de surveillance de différents États, dont les Américains, qui ont quand même une des unités de surveillance les plus puissantes au monde, a donné des effets réels ou des effets notables sur l'augmentation de sécurité et juste donné la capacité d'une surveillance extraordinaire de l'État. Mais de toute façon, la peur, c'est ce qui stoppe tout et toutes les avancées. Donc là, on le voit bien parce que la cybersécurité est souvent utilisée pour faire peur, pour stopper. Et quand les gens ont peur, ils se figent et ils vont faire confiance aux autorités au final. Alors que, en même temps, attention, parce que qui va avoir la parole aujourd'hui? Est-ce qu'on aura suffisamment confiance en nos politiques pour croire les politiques et puis les choix qu'ils vont faire pour nous? Ou est-ce que la stratégie de la peur va nous mettre dans la rue parce que finalement, on aura dépassé un seuil de tolérance et est-ce qu'on va aller se rebeller? Donc, et là, après, on arrive sur les romans de science-fiction et comment, en fait, la technologie entraîne un chaos. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier, pour moi, l'humain de toutes ces réflexions, de ces nouvelles technologies, de tout ce qui va arriver. Et parce que finalement, c'est une transformation de notre société. Et quelle société veut-on? Comment veut-on vivre? Aujourd'hui, il n'y a plus d'anonymat. Et quand on nous dit, par exemple, mais qu'est-ce que vous en avez à faire d'avoir votre QR code pour dire avec les passes sanitaires, avec la Covid, c'est les mêmes discussions. C'est de dire, vous avez accepté d'être surveillé parce que vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous avez accepté d'être surveillé parce que vous avez une carte de crédit. Vous avez accepté d'être surveillé parce que vous avez un smartphone. Donc finalement, vous avez tout accepté. Et c'est là où on dit, j'ai pas accepté qu'on me dépouille de ma vie et qu'on se permette de balancer des informations à gauche, à droite, à mon insu, et surtout des interprétations d'informations, puisque les personnes n'ont pas l'environnement de la photo et le contexte de la photo qui sera prise avec la solution d'Apple. C'est bien pour ça qu'il faut des garde-fous et que c'est pas hyper réjouissant cette solution. Dans l'annonce publique, ils ont effectivement mentionné qu'il y avait des analyses avec des humains, des éléments comme ça. Mais encore là, en tout cas, ça, j'adhère avec ce que tu dis, probablement qu'ils testent l'eau, voir à quel point les gens vont réagir à cette information-là. Par contre, j'ai l'impression que la levée de bouclier va peut-être changer un peu, soit améliorer leur processus, soit littéralement retirer cette manœuvre-là au complet. Par contre, de l'autre côté, puis en même temps, comme ils en ont parlé publiquement, mais là, c'est rendu connu qu'ils sont capables de le faire. Donc, les groupes de défense, justement, contre la pornographie juvénile vont maintenant, ont l'idée que ça existe. Donc, on ne peut plus revenir en arrière non plus sur le fait qu'on veut retirer cette protection-là. Donc, on est comme dans un débat de pureté, de puritanisme. Malheureusement, là, ça va faire dévier un peu les choses. Mais en tout cas, le fait d'avoir communiqué, c'est un beau crash test du projet. Parce que là, ils voient
quels sont les freins et qu'est-ce qui pourrait être gênant. Ils ont des réponses et en fait, sans payer les consultants et sans payer des experts, en fait, ils ont l'expertise parce que les gens se rebellent et dans les médias vont donner leur point de vue gratuitement. Donc c'est bien joué, hein. Moi je trouve que franchement sur un plan stratégique c'est bien vu, mais là encore c'est encore un moyen de pas payer l'information, c'est un moyen de voilà, je fais le buzz et finalement j'ai tous les retours et j'enrichis mon produit et ma solution pour arriver avec quelque chose de solide le jour où je voudrais commercialiser. Donc je suis pas encore à maturité totalement sur mon projet, j'ai une envie et je la teste. Grande classe. Moi, franchement, bien, hein, leur équipe com, marketing, stratégie. Par contre, l'éthique, toujours pas. Hein. Franchement, ça, je les félicite pas. Mais bon, ils sont là pour faire du business. C'est ça. Ils sont là pour vendre des appareils, ils sont là pour vendre des choses, donc ils sont pas là pour, même s'ils se drapent dans le bien social, c'est pas leur fonction première. Là. Leur fonction première, c'est de vendre des appareils, vendre du service. Mais en tout cas, à voir, mais on ne sous-traite pas. Nous, c'est ce qu'on appelle le pouvoir régalien, c'est-à-dire que c'est des missions de service public, c'est des missions en plus là, qui touchent aux infractions. Donc c'est vraiment du pouvoir de l'État et pas du pouvoir du privé et des entreprises. Donc à un moment donné, faudrait peut-être savoir rester à sa place aussi. Et soit ils font une solution qui vende aux autorités, mais pas quelque chose qui gère et qui pilote eux-mêmes. Parce que sinon, il n'y a plus de garde-fous. Mais tant qu'à aborder cet élément-là, Pegasus aussi a fait couler beaucoup d'encre sur le fait que dans l'entreprise italienne vendaient des solutions qui permettaient justement d'arriver à peu près à la main, puis peut-être un peu plus invasif d'ailleurs, là, d'aller fouiller dans des téléphones là, à travers les pouvoirs de l'État. Oui, mais ils ont vendu un produit aux États. Après, les États ont géré et ont ciblé certaines personnalités. Mais en même temps, ces personnalités savent qu'elles sont ciblées et puis après, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde se surveille. C'est bien pour ça que maintenant, on parle aussi du cyberespace et qu'on parle de tout ce qui est télécommunication avec nos satellites. Parce que si on parle autant de souveraineté numérique aujourd'hui, c'est bien parce qu'aujourd'hui, dans le débat, il y a des acteurs privés, les entreprises, et qu'il y a les acteurs publics, les États, et que les règles entre États ne concernent pas forcément les entreprises. Et qu'aujourd'hui, va se poser aussi des questions, parce que là, il y a Apple qui dit ça, mais le jour où Facebook, sur ses câbles sous-marins, va dire moi, je coupe le câble sous-marin parce que l'Europe m'interdit d'exploiter les données des Européens, on va dire quoi ? Quel va être notre seuil d'acceptabilité et d'acceptation des propositions que fera Facebook sur les solutions qu'ils nous vendront? On n'a aucune capacité de négociation. On reçoit ces produits-là. Puis c'est ça que d'ailleurs qui est encore d'autant plus achalant, c'est que là, on se fait imposer après coup un changement de la présomption qu'on avait lors de l'acquisition ou lors de l'utilisation de Facebook. Mais Facebook, c'est un monstre en soi là, qui mériterait d'être plus surveillé que qu'est-ce qu'il est là. Comme Google et comme tous ces petits copains, hein. on les connaît bien. Hein. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, pour moi, c'est un gros enjeu en fait sur la pédagogie vis-à-vis de la population, parce que ceux qui ont le plus de pouvoir de pression, c'est les consommateurs. Parce que le consommateur est un électeur. Donc le politique, s'il veut garder le pouvoir, il faut qu'il soit élu. Enfin, dans nos pays, il faut encore qu'il soit élu. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui se sont mis, ils sont présidents à vie. Bon, pour le moment, nous, on est encore préservés de ce côté-là. Mais c'est aussi parce que si Apple il fait une solution que personne ne veut l'acheter et que finalement, il ne pourra plus vendre ses téléphones, il va arrêter de mettre cette technologie. Mais ça veut bien dire qu'il faut arrêter de dire moi je veux le dernier Apple. On voit bien aussi avec l'obsolescence programmée et la surconsommation de matériel aujourd'hui. Donc la durée de vie d'un téléphone, c'est juste lamentable. Quand on voit la technologie qu'il y a dedans,
quand on voit les matières premières qu'il y a dedans, c'est déplorable sur un plan environnemental. Donc, avant de nous faire des leçons de morale et puis de nous dire, nous, on va venir aider en appui, enfin, on va même se substituer aux forces publiques et faudrait peut-être déjà commencer à appliquer certaines règles parce que si on continue comme ça, de toute façon, on ne pourra plus faire de téléphone. Hein. Donc, il y a peut-être des règles à respecter et peut-être d'autres priorités. Puisque les outils de surveillance pour la pédopornographie, les autorités en ont. Donc, après, voilà. Ils peuvent toujours vendre des solutions aux services de police, mais... Il y a ça. Il y a l'autre aspect aussi qui me rend très mal à l'aise dans cette utilisation-là. Puis ça, c'est peut-être un peu moins bien compris. Puis j'imagine que les technologues le maîtrisent pas. Puis dans toute apparence, Apple non plus. C'est que plus on court après les méchants, dans ce cas-ci, c'est une catégorie spécifique de méchants. Ceux-ci vont se retrancher dans des moyens de plus en plus complexes pour protéger leur vie privée puis leur identification aussi. Donc, on les retire de ces systèmes-là parce qu'ils vont finir par le comprendre. C'est pas, les gens sont pas fous. Donc, ils vont être capables, ils vont se tasser puis ils vont aller dans des systèmes plus chiffrés, de plus en plus protégés, dans des systèmes qui sont à l'extérieur de ces systèmes-là. Donc, c'est un peu une folie de penser que ce geste-là va réussir à amoindrir énormément le problème dans lequel on veut stipuler. Il va juste le déplacer ailleurs et le déplacer dans des moyens, dans des endroits où les forces de l'ordre vont avoir de moins en moins de moyens pour être capables de les intercepter parce qu'ils vont de plus en plus utiliser des moyens de chiffrement qui ne seront pas intégrés dans ce cas-ci Apple ou dans Android ou ailleurs. Fait que tout ça est aussi très dangereux de mettre dans les mains ou en tout cas d'éveiller ces gens-là des moyens plus sophistiqués pour protéger leur acte de malveillance. De toute façon, on sait que le criminel, il va toujours s'adapter. Donc lui, voilà. Et puis franchement, ceux-là sont, enfin, c'est du criminel, mais en plus c'est des pulsions. Donc, celui-là pour le calmer, il faut taper fort. Hein. Donc, je suis même pas sûre qu'on arrive à les soigner. Et pour moi, comme tu le dis, il va s'adapter, il va renforcer. Ça veut dire aussi que ça va compliquer la surveillance faite par les autorités parce que ces personnes-là, tant qu'ils agressent pas, mais ils peuvent aussi permettre de démanteler des réseaux. Donc là, ça rappelle aussi toute la vague d'Anonymous qui faisait de la dénonciation et qui faisait tomber des personnes qui communiquaient. Voilà, ils ont dit tel profil sur Twitter, c'est quelqu'un qu'il faut pas. Voilà, c'est un pédocriminel. Ça, c'est du terroriste et tout. Sauf qu'à un moment donné, les autorités ont dit non mais laissez-nous faire notre travail parce que maintenant que vous les avez signalés, ils vont prendre un autre moyen ou d'autres pseudos pour communiquer. Mais nous, on les avait repérés, on était en train de surveiller. Merci d'avoir fait ce que vous avez fait. Vous avez foutu le bordel, en fait. Donc, c'est pour ça. À un moment donné, les autorités communiquent pas sur leurs moyens de surveillance et sur qui est surveillé et ce qu'ils font. Il faudrait pas venir leur mettre des obstacles au travail qu'ils sont en train de faire. Donc, non, à un moment donné, Apple n'a pas vocation à être gendarme du monde, hein, donc ça suffit. Chacun sa place. C'est un apporteur de solutions, pas un gendarme. Donc là aussi, ça revient encore mettre en cause quelle est la place aujourd'hui de ces grandes entreprises du numérique dans les relations internationales, dans les relations entre États et dans le rôle des États. Puisque apparemment ils se sentent légitimes avec leur technologie à se substituer à certaines prérogatives de l'État. Des entreprises grosses comme Apple sont tellement puis mondiales, puis ils traversent toutes les frontières. Fait que eux, pour eux, sont même plus puissants que bien des pays en termes de capacité, puis même en moyen monétaire, ils sont même plus forts que certains de ces pays-là. Donc, puis surtout dans des pays totalitaires. Là, bref, ça cause énormément de problèmes de cette espèce d'ingérence-là qui se met là. Puis d'ailleurs, ça nuit à bout de compte. On l'a vu dans plusieurs cas où
de la justice citoyenne, là, du Vigilante, des gens qui ont voulu mettre à mal certains réseaux terroristes ou d'autres éléments comme ça, ont fini par juste nuire aux services de renseignement qui, eux, suivaient ces éléments-là justement pour alimenter et faire des coups de filet beaucoup plus énormes et beaucoup plus imposants et significatifs sur le démantèlement de ces réseaux-là. Donc, il faut aussi faire très attention de pas s'ingérer dans des choses qu'on connaît peut-être pas super bien, là. Mais bon, à un moment donné, c'est pour ça. Pour moi, et c'est des choses d'ailleurs qu'on voit davantage dans l'enseignement supérieur et dans les formations, c'est que l'éthique des affaires, l'éthique dans le business, enfin, la notion d'éthique, peut-être que on se rend compte aussi qu'on est en train de perdre la main sur certains sujets et peut-être qu'on essaye de se raccrocher à des valeurs humaines par rapport à des valeurs technologiques. Et comme il y a aujourd'hui, l'immatériel est de plus en plus présent dans nos vies. Mais peut-être que la question du sens et les futures générations, faut pas croire. C'est ce qu'expliquait Alexandre, qui est une vieille jeune, mais qui dit à partir du moment où on nous explique les choses, on se protège et on n'est pas d'accord en fait sur tout ce qui est en train de se passer dans le monde de la tech. Et non, on ne veut pas être dépossédé de notre vie privée, non, on ne veut pas être dépossédé de notre liberté de choisir. Elle dit c'est juste qu'on n'était pas sensibilisé. C'est bien pour ça que dans quelle technologie, comment développer le business de son entreprise, finalement on se rend compte que de plus en plus ça se fait beaucoup au niveau des petites et moyennes entreprises, la question du sens et de quel est le rôle sociétal de mon entreprise. Mais peut-être que les grands comptes devraient s'y intéresser un peu plus. Est-ce que c'est pas des choses qu'on devrait regarder sur leurs pratiques et leurs bonnes pratiques sociétales quand ils répondent à des appels d'offres pour les États, donc dans des gros marchés publics? Quel est le pouvoir de nos politiques et de nos administrations dans les marchés publics pour aussi servir d'influenceurs sur des bonnes pratiques liées à la tech? Parce que si la solution elle est refusée par les consommateurs et par les administrations, s'il n'y a pas de business, ils arrêtent. Donc, ils vont que là où il y a de l'argent à se faire, c'est des entreprises. Donc, à un moment donné, moi, je crois en l'avenir avec l'éthique, qui maintenant intègre l'enseignement supérieur et qui vient, il y a des diplômes où le mot éthique est clairement identifié. Avant, c'était un sujet tabou qu'on camouflait un petit peu. Aujourd'hui, ça devient vraiment quelque chose qui est mis en avant et l'éthique des affaires est devenue un vrai diplôme dans l'enseignement supérieur. Donc, de toute façon, on est en train de vivre une transformation de notre société. Donc là, aujourd'hui, il y a des choses, ça nous chagrine, ça nous perturbe, on n'est pas à l'aise. Les questions méritent d'être posées et on a la chance de pouvoir en débattre, on a la chance de pouvoir aborder les sujets. Maintenant, c'est est-ce qu'on fait les moutons et on accepte, ou est-ce que finalement on réfléchit à des solutions plus adaptées aux besoins de notre société? Parce que là, est-ce qu'il y avait un besoin et à quel besoin répond Apple par cette solution? S'ils ont travaillé là-dessus, c'est qu'il y avait un marché. Parce que je ne crois pas qu'ils soient très philanthropes. Non, fondamentalement, non. C'est de savoir pourquoi ils ont fait ce mouvement-là. Puis à certains égards, pourquoi ils s'interposent dans le rôle parental, entre autres, qui normalement on devrait encadrer nos enfants sur ce genre de choses-là. Fait que donc tout ça est un peu particulier, puis tout amène aussi tout le volet intelligence artificielle et tout le volet éthique qui est très intéressant parce que, en tout cas du moins au Québec, l'enseignement a laissé beaucoup moins de place à tout ce qu'on pourrait relier à l'éthique, dont la philosophie, dont la lecture des œuvres un peu plus classiques, qui nous remettent en perspective certain nombre de choses du rôle de l'État, entre autres le rôle de citoyen, et comment on doit s'interroger de ce genre de choses. On a comme laissé abandonner, puis le citoyen en général maintenant se nourrit que de l'espace vide qu'on crée en les abreuvant de médias sociaux, en les abreuvant de n'importe quoi. Donc, on est c'est un peu fascinant. On le voit avec la COVID, à quel point les gens vont
se laisser emporter par des fausses nouvelles, les fameuses fake news, à quel point tout ça est troublant sur peut-être finalement l'absence d'esprit critique qu'on a chez nos concitoyens, peut-être faute d'éducation, peut-être parce qu'on a abandonné des choses avec les années dans notre approche, peut-être qu'on n'a pas pris le virage justement de s'adapter, où l'éthique est devant un point très intéressant ou qui devrait être fondamental. Donc, est-ce qu'on est outillé pour, en tant que société, de discuter de ces éléments-là ou on est juste laissé pour compte? L'autre fois, on parlait du RGPD. Et là, la Commission européenne est en train de travailler sur l'éthique dans l'intelligence artificielle. Et quand on parle d'éthique et d'intelligence artificielle, on va parler de l'explicabilité des algorithmes. Et comme quoi, il faut pouvoir arriver à un certain niveau d'explicabilité des algorithmes. Donc là, c'est là où ça devient intéressant. Parce que ça veut dire que celui qui conçoit, il doit s'engager sur la suite et le devenir de son algorithme. Et sur une question de responsabilité juridique, en tout cas au niveau européen, la question pour les juristes est très intéressante. Nous, on adore ça. Mais c'est des choses justement là qui sur ces solutions qui arrivent, il va falloir passer le filtre parce que si la Commission européenne travaille sur le sujet, c'est qu'il y a une directive ou un règlement européen qui va sortir. Et là, ça veut dire que dans les conformités européennes, la question de l'éthique va être incontournable. En tout cas, sur le financement de la recherche au niveau de l'Europe. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de partenariats internationaux avec les financements européens. Les juristes, il faut aborder la question du droit et il faut aborder la question de l'éthique dans tout ce qui est nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, pour qu'un projet soit financé, il faut qu'il y ait à un moment donné un poste de dépense sur le juridique et l'éthique. Sinon, il n'y aura pas de financement européen. Donc là aussi, ça veut dire que dans les projets de recherche qui seront financés par l'Europe, même si c'est des projets étrangers, ils devront respecter en fait les valeurs que porte l'Union européenne sur ces sujets-là. Donc là aussi, le pouvoir d'influence des financements, des financeurs, ils ont un rôle pour protéger en fait la société. Un énorme rôle, on le voit beaucoup. Là, on le voit dans un autre secteur aux États-Unis. Suite à la Colonial Pipeline, le pouvoir exécutif a décidé de forcer les compagnies à se sécuriser de par l'obligation de la chaîne d'approvisionnement américaine d'exiger des seuils minimaux de sécurité, donc d'arriver à forcer le marché que par le financement public, de se conformer à des règles meilleures. Dans ce cas-ci, c'est de la sécurité pure et dure. On est très loin de l'éthique. Et d'ailleurs, en parlant d'éthique de ces éléments-là, c'est très intéressant parce qu'il y a un cas, il y a je dirais, c'est rendu quelques mois maintenant, où on a vu le cas d'un drone piloté par l'intelligence artificielle dans lequel il a pris des décisions qui sont éthiquement discutables. Donc, tout le volet de cette compréhension de l'éthique associée à l'intelligence artificielle est loin d'être maîtrisé, ce qu'on peut constater, et nous mène à des questions fondamentales en tant qu'humains. Comment ces éléments-là vont vivre dans notre environnement et comment ceux-ci vont avoir un usage positif et non un usage qui va être désastreux et qui va nous mener à un film comme Terminator où finalement les machines vont prendre le contrôle puis on va éradiquer les humains parce qu'on est finalement un parasite sur la planète. Oui, bon, ils auront peut-être des problèmes de batterie avant, mais j'espère. Mais en tout cas, nous, les personnes avec lesquelles je travaille aujourd'hui, la question de l'éthique est vraiment incontournable. Les chercheurs, dès lors qu'on aborde les sciences humaines dans les nouvelles technologies, il y a des sujets passionnants à aborder et finalement on se rend compte que la technologie, elle ira peut-être pas elle sera peut-être pas fun pour l'ingénieur à développer, mais en tout cas pour l'entreprise, dès lors qu'on aborde les sciences humaines dans les développements des nouvelles technologies, il y aura plus d'usage. Et s'il y a plus d'usage, ça veut dire qu'il y aura plus de consommateurs, donc il y aura plus de clients. Et donc à un moment donné,
si on pense à rentabilité, il vaut mieux une technologie qui est beaucoup plus utilisée qu'une technologie qui fait peur et qui finalement va entraîner des freins et qui ne sera pas utilisée. Donc, à partir du moment où on me dit que le smartphone d'Apple va me surveiller et va scanner toutes mes photos pour voir si éventuellement il y aurait de la pédopornographie dans mes photos, on va stopper tout de suite, et puis on va aller s'orienter vers une autre marque qui va faire un élément marketing et qui va dire moi je n'irai pas scanner vos photos et vos photos sont bien privées. Parce que Apple qui s'autorise à faire ça, c'est quand même les mêmes qui ont fait la publicité sur les trackers et sur les cookies en disant protégez votre vie privée, nous on la protège. Bon, on la protège, mais en même temps on scanne toutes vos photos. Et puis potentiellement, si vous faites quelque chose de pas bien, éventuellement on vous dénonce. Grande classe, quoi. À un moment donné, il faudrait de la cohérence dans la stratégie médiatique. Oui, justement, c'est un des soucis parce que l'absence de cohérence, parce d'un côté, avec les nouvelles avancées qu'ils mettent pour protéger notre intimité de loin de ses compétiteurs. Par contre, ça montre en même temps à quel point ils s'arrogent un certain pouvoir qui, finalement, moi, je veux pas que les autres surveillent mes clients, mais je surveille mes propres clients, là. Ah bah oui, non mais c'est pour ça ils sont très forts. Mais bon, le problème de manque de cohérence actuellement, un coup dire blanc, un coup dire gris, un coup dire noir, mais en fait changer tout le temps de version en fonction du sens du vent. Bon, ça a l'air d'être assez récurrent en ce moment. Mais bon, à un moment donné, on se pose des questions et puis on n'est pas tous des moutons et puis les personnes dans l'incohérence globale de tout ce qu'on nous dit actuellement, là, je trouve que les choses vont changer et que les gens vont se poser les bonnes questions et qu'à un moment donné, Apple, on va leur dire tu communiques là-dessus, c'est bien, mais en même temps, tu as communiqué sur le fait que tu protégeais notre vie privée. Donc, finalement, tu fais quoi? Mais bon... Mais là, on va dire que c'est la problématique de l'organisation en groupe projet sans réunion transversale entre tous les projets de l'entreprise. Parce que là, il y a ceux qui étaient sur ce sujet-là, puis il y a l'autre sujet qui était sur les cookies. Mais les mecs, en fait, ils bossent sans jamais se parler. Parce que à un moment donné, il faudrait peut-être pas communiquer dans un temps rapproché sur les deux sujets parce que sinon, le consommateur, il est perdu. C'est un des énormes problèmes parce qu'on est dans un contexte avec des technologies très complexes, justement, puis qui sont avec des couches d'abstraction énormes, de comprendre toute l'abstraction, tout ce qui arrive en dessous de ces technologies-là et les conséquences que ça a. C'est pas à la portée de tout le monde. Il y a peu de gens, puis Apple inclus, ne sont pas capables d'expliquer la réalité de ce qu'ils font et les conséquences et les ramifications qui sont liées avec ça. Puis là, je pense que les experts ne sont pas très bons non plus dans la démonstration, dans l'explication de ça. Donc, on fait juste beaucoup, je parle en cyber en général, vont déchirer leur chemin sur l'espace public sans vraiment expliquer l'enjeu réel pour le citoyen, pour le consommateur qui est lié avec ça. Fait qu'on a juste l'air d'une gang d'énervés qui c'est vraiment énervé puis qui déchirent leur chemise constamment. Fait que bref, ça nous coûte cher de chemise. Mais non, mais de toute façon, là en ce moment, je trouve qu'il y a de plus en plus de pédagogie et où on explique les choses simplement. Et ce qui est assez drôle au niveau des décideurs, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de gêne à dire « parlez-moi français ». Parce que quand on vient nous vendre une solution de nouvelle technologie, on nous vend c'est tout beau, c'est tout magique. Il y a plein de mots qu'on n'a pas compris parce que c'est du langage technique. Et puis maintenant, en fait, il n'y a plus de honte à dire je comprends pas ce que vous venez de me dire, parlez-moi français et expliquez-moi les choses simplement. Adaptez-vous à votre client. Et est-ce que ça correspond à mon besoin? Est-ce que et là, on se rend compte du décalage. On se rend compte aussi que les commerciaux ne savent pas parler un langage simple. Donc moi, je pars du principe que si on ne sait pas parler simplement des choses qu'on vend, c'est qu'à un moment donné, on ne maîtrise pas totalement le sujet. Et si on ne maîtrise pas le sujet, c'est qu'il y a des loups ou il y a des choses qu'on ne veut pas nous dire. Le manque de transparence ne me rassure pas. Après, j'avoue que c'est un petit jeu de dire parler simplement et au départ,
moi, je vois avec les personnes avec qui je travaille, quand je pose des questions en disant expliquez-moi simplement les choses parce que j'ai besoin de prendre une décision. Bah, ça, finalement, après, ça déverrouille tous ceux qui pourraient avoir des complexes par rapport au fait de ne pas comprendre le langage technique. Mais en même temps, eux, ils comprennent bien leurs besoins et ce qu'ils veulent pour pouvoir avancer. Et ils comprennent bien qu'ils ne veulent pas payer quelque chose qui ne correspond pas à leurs attentes et qui va plus les gêner et les bloquer dans leur quotidien que ce qu'ils avaient demandé. Donc, non, il faut simplement éduquer, ne plus avoir peur de ne pas maîtriser le langage technique. Il faut poser les questions. On sait le faire pour nos voitures maintenant, hein, c'est très simple. Hein, quand la plupart des personnes vont acheter des voitures, ils parlent de leur manière de conduire et de leur mode de déplacement et de quels usages ils vont faire de leur véhicule et du confort qu'ils veulent dans leur conduite. Maintenant, ils vont pas nous dire combien la soupape va injecter ou je sais pas quoi. Hein, tout ça, on s'en fout. Hein. Et aujourd'hui, en fait, dans les nouvelles tech, on nous explique que tout est magique et tout est merveilleux, mais on ne sait pas nous dire comment. Bah moi, quand on me vend un algorithme, je dis bah super, il est magique, il est fiable à 99,9%, très bien. Mais comment je me rends compte qu'il a déconné si vous m'expliquez pas comment il fonctionne? Comment je garde la main sur votre algorithme? Donc moi, c'est une aide à la décision, votre algorithme. C'est pas lui qui doit décider. Donc comment je sais qu'il a déconné? Et quand je vois qu'ils sont pas capables de m'expliquer comment on garde la main sur ce qu'ils ont développé, bah je fais bon, bah c'est que c'est pas encore super mature votre truc. Et donc bah là, j'ai envie de dire pourquoi je paye plein pot quelque chose qui est pas mature. Puisque vous allez continuer à le développer avec les connaissances que vous allez acquérir par mon usage de votre solution. Parce qu'on voit bien tous les trackers qu'on nous dit. Moi, quand c'est gratuit, je sais que je suis le produit. Donc, il n'y a pas de souci. Vous mettez des trackers, vous observez mon usage et vous améliorez votre produit. Par contre, quand je paye, non, j'ai pas envie d'être le produit. Ou bien, j'ai vu les petites mentions, là, vous savez, les petites lignes en bas de contrat où, en fait, toutes les petites lignes, elles ont bien été lues et je suis d'accord sur ce qu'ils font. Et comprendre ce que ces petites lignes-là ont comme conséquence. Puis je pense que c'est ça aussi que les gens ne maîtrisent pas du tout. Puis c'est pas de leur faute parce que c'est d'une telle complexité. Puis justement, on n'explique pas. Tu sais, les gens, les commerciaux font ça, c'est qu'ils vont expliquer comment la soupape dans l'auto fonctionne quand c'est pas ça qu'on veut savoir. On veut savoir est-ce qu'elle se comporte bien, est-ce qu'elle a le confort, est-ce qu'elle a les options que j'ai, est-ce que l'économie d'essence est à la hauteur de ce que, ou la consommation d'essence est à la hauteur de ce que je suis prêt à mettre sur ce genre de véhicule-là. C'est des réponses simples que la plupart des consommateurs veulent. Puis en rencontre, je le fais souvent aussi, même si j'ai la connaissance puis je comprends ce que le commercial dit, je me place dans une situation où je pose des questions pour ramener son niveau de conversation à ce que les gestionnaires qui sont dans la salle puissent comprendre aussi, sans des fois s'embarrasser à poser la question qui aurait peut-être pu les faire paraître comme des gens moins bien connaissants, puis donc plus vulnérables à se faire manipuler par les commerciaux. Il n'y a pas de question d'être, donc faut pas qu'ils aient peur de poser des questions. Il y a juste des explications qui n'ont pas été suffisamment claires. C'est pour ça, d'un seul coup, les gens après ils parlent. Mais par rapport on t'en parlait tout à l'heure, mais si Apple va vers ce genre de solution aujourd'hui, pour moi, ce qui me laisse assez perplexe, c'est comment ils vont expliquer ça et comment ils vont garder la main et comment ils vont expliquer, parce que ça, en fait, on nous l'explique jamais quand on nous vend une solution, mais il faut qu'il y ait une prise de conscience de quel est le détournement possible de cette base de données, de cette technologie. Toute technologie peut être détournée. Donc, à un moment donné, on me vend une finalité, ça, c'est l'usage normal. Donc, l'usage normal, c'est ça. Ok, l'usage normal, il peut correspondre à l'éthique, à la règle, à tout ça. Maintenant, il y a un risque. Quel est le risque? C'est le détournement de la technologie. En soi, une voiture, c'est fait pour aller d'un point A à un point B. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui utilisent des voitures pour se venger du voisin qui les fait chier et ils les écrasent.
Mais donc la voiture devient une arme. Il faut savoir aujourd'hui que des technologies peuvent devenir des armes parce que ça peut devenir un outil pour faire du chantage, ça peut être un outil pour manipuler, ça peut être un outil pour harceler, ça peut être... Enfin voilà, le détournement est possible. Maintenant, il faut prévenir. Comme on dit sur les bouteilles de vin, on dit attention, l'alcool, à boire avec modération parce que l'alcool entraîne des maladies. Voilà, ça nuit à la santé. Le tabac, nuit gravement à la santé sur les paquets de cigarettes. Qu'est-ce qu'on va mettre maintenant sur le smartphone ? Parce que quand on voit les risques qu'il y a à l'usage d'un smartphone, mon sang. Est-ce qu'on va imposer des usages, un affichage des risques comme on le fait pour le tabac, pour l'alcool, la voiture, on le dit, on passe pas un code de la route pour rien. Le permis de conduire, il est là pour aussi garantir un peu une sécurité. Donc, est-ce que à terme, on va avoir un permis numérique et puis pour savoir utiliser les technologies, et si on n'a pas le permis, est-ce qu'on va nous interdire certaines technologies ? Ouais, j'aime beaucoup l'idée du permis numérique. Ça fait un certain temps que je discute de cette idée-là, justement, puisqu'il y a un danger réel à l'usage des technologies qui peut pénaliser soi-même et pénaliser les autres. Donc, comme un véhicule automobile, on peut blesser très gravement d'autres personnes de par de la négligence de conduite, soit en ayant un accident vers un autre véhicule, ou soit-même les passagers de notre propre véhicule peuvent être entraînés dans un élément comme ça. Fait que oui, c'est peut-être un élément à considérer ou une éducation minimale des gens. Moi, on me comparait l'usage de drones avec du bruit lors d'une discussion. Et je leur disais, vous voyez, l'usage de votre drone, là où vous voulez utiliser votre drone, vous devez demander des autorisations et tout ça. Je fais, mais dites-vous bien que là où vous faites voler vos drones, il y a juste un aéroclub qui peut plus faire atterrir et décoller ces avions parce que il y a les drones qui sont en train de faire un exercice. Donc voilà, quand les pilotes drones sont présents, l'aéroclub ne peut plus tourner. Je dis, mais ça, c'est une atteinte à la liberté de circuler. C'est une liberté fondamentale. Mais en même temps, si quelqu'un a envie de faire un vol ce jour-là, ça va pas être possible. Puis finalement, on se rend compte que les exercices, c'est sur une semaine. Donc pendant une semaine, les avions ne décollent pas et n'atterrissent pas. Donc je fais grande classe. Ensuite, je fais, vous voyez, là, pareil. Le drone, il y a un système de caméra. Donc le drone va filmer. Il filme quoi ? Donc en fait, j'ai eu droit à un vol d'essai où on m'a fait voir, voilà ce que peut voir le drone. Je fais, oui, mais vous voyez, là, on est en train de voir les gens qui sont dans leur jardin, les gens qui sont chez eux. Ça, c'est une atteinte à la vie privée. Parce que potentiellement, vous pouvez voir des choses qu'ils n'ont pas envie que vous voyez. Donc, 2 libertés fondamentales sont touchées par votre activité de drone. Pour moi, c'est là où, au départ, si on n'avait pas eu cet échange avec le responsable des pilotes drones, pour eux, il n'y avait pas, c'était juste gérer les autorisations administratives pour qu'ils puissent faire leur vol de drone. Je fais, non, mais attendez, ils n'avaient pas pris conscience en fait qu'il y avait une atteinte à des libertés fondamentales pour d'autres personnes. Alors que faire du bruit, c'est pas une liberté fondamentale, la paix, mais vous faites juste chier votre monde. Et donc, le bruit, oui, c'est gênant, donc on prévient qu'on va faire du bruit parce qu'on est poli. Et puis, la nuisance, voilà, et puis, il faut pas que ça dure de trop, et puis voilà. Mais là, c'est une atteinte aux libertés fondamentales, c'est pas une atteinte, le bruit n'est pas une atteinte à la liberté fondamentale, c'est une nuisance. C'est pas pareil, c'est pas les mêmes enjeux. Donc finalement, votre drone est plus nocif aux libertés que le bruit que vous pouvez faire sur telle autre activité. Et eux, c'était plus par rapport au bruit qu'ils étaient se poser des questions. Non, c'est pas le bruit là le plus gros problème. Mais c'est pour ça que cette notion, quand je le dis en riant, mais le permis de conduire appliqué au numérique, tu vas être pilote drone, dis-toi bien que utiliser un drone, ça veut dire utiliser tel type de technologie, et voilà les conséquences de ta technologie, et voilà les conséquences pour les autres. Pas l'intérêt pour toi, les conséquences sur les autres. Donc, comme toutes les personnes qui ont fait les tests sur leurs données génétiques pour savoir quelles étaient leurs origines. Là, il est parti.
Donc toutes les données sur les tests, est-ce que j'ai du sang espagnol, est-ce que mes origines sont américaines ou russes ou africaines, et puis finalement on se rend compte qu'on a donné du patrimoine génétique, mais en même temps d'une partie de ma famille, puisque mon patrimoine génétique c'est aussi ma famille. Et j'ai envoyé ça, et en plus j'ai payé pour qu'on me renvoie un test pour me dire « Ah, vous êtes à 50% latino et c'est pour ça que vous dansez bien la salsa ». N'importe quoi. Mais ça, les personnes n'avaient pas conscience de ce qui se cachait derrière. Par contre, il y a une belle base de données et les gens se sont fait payer pour faire une belle base de données génétique. Bon, c'est pas une boîte européenne. En Europe, c'est un peu plus complexe à gérer. Ouais, c'est pas tout à fait la même chose. On va conclure sur ça. Sur cette fois-ci, on a encore énormément parlé d'une panoplie de choses, toujours très intéressant. Là, on remet ça quand tu vas revenir des Alpes, quand tu vas revenir en ville. Donc, on va se reparler. C'est un énorme plaisir encore une fois, là. Eh bien, merci à toi et puis à très bientôt.